Pendant des siècles, le yin-yang a été présenté comme un symbole d'équilibre moral, d'harmonie intérieure ou de dualité spirituelle. Mais cette interprétation est historiquement tardive et conceptuellement imprécise. Avant toute spiritualisation, le yin-yang est apparu comme un outil analytique permettant de comprendre les modèles observables dans la nature. Il n'a pas été créé pour réconforter, inspirer ou orienter les valeurs personnelles. Il a été créé pour rendre le monde intelligible en tant que processus. La question centrale n'était pas « qu'est-ce qui est bon ou mauvais ?» mais « à quelle phase en sommes-nous ?» Ce déplacement change complètement la façon dont le concept doit être compris. Et c'est précisément ce déplacement qui s'est perdu au fil du temps. Dans la Chine archaïque, observer le monde était une exigence pratique de survie. Semer trop tôt ou trop tard signifiait la famine. Attaquer au mauvais moment signifiait la défaite. Gouverner sans comprendre les cycles signifiait l'effondrement politique. Le yin-yang apparaît comme un langage minimal pour lire les tendances en cours. Il décrit des conditions dominantes, pas des identités fixes. Le yin et le yang n'expliquent pas le monde, ils aident à s'y situer. Ce point est essentiel pour rompre avec les lectures modernes excessivement symboliques. Le modèle ne promet pas de sens, il offre une orientation temporelle. C'est dans ce contexte que se positionne la chaîne Solstice. Non pas comme un espace de motivation ou de spiritualité superficielle, mais comme un environnement d'études conceptuelles, historiques et symboliques. La proposition ici est de récupérer d'anciens modèles sans les romancer. Le taoïsme, avant d'être une philosophie spirituelle, était une science du temps, du rythme et de l'adéquation. Le yin-yang est l'un de ses instruments les plus précis. Le comprendre exige d'abandonner les interprétations confortables. Il exige d'accepter que le réel est instable, relationnel et non moralisateur. C'est la base du travail développé dans cet espace. Un exemple quotidien aide à rendre cela concret. Le même silence qui est nécessaire à un moment donné devient une omission à un autre moment. La même expansion qui était hier une croissance peut être aujourd'hui un excès. Le yin-yang décrit exactement ce changement de fonction au fil du temps. Il ne juge pas l'action, il évalue le moment. C'est pourquoi, dans les textes anciens, l'accent n'est pas mis sur les extrêmes, mais sur le point de transition. Lorsque quelque chose commence à perdre de son efficacité, le modèle signale déjà l'inversion de la tendance. Cette lecture évite à la fois la précipitation et la stagnation. Lorsque le yin-yang a été intégré à des systèmes moraux ou psychologiques fixes, il a perdu sa précision d'origine. Il s'est transformé en symbole statique, alors qu'il a toujours été un outil dynamique. Le yin ne signifie pas passivité dans son essence, pas plus que le yang ne signifie action permanente. Ces associations sont postérieures et simplificatrices. Dans son usage ancestral, tout peut être yin ou yang selon la relation établie. Ce qui importe, c'est la position dans le cycle. Cette logique relationnelle est ce qui rend le modèle applicable à la politique, à la médecine, à la stratégie et à l'organisation sociale. Et c'est ce qui est rarement enseigné. Ce que l'on gagne à retrouver cette signification originale, c'est la clarté décisionnelle. Au lieu de chercher des réponses universelles, on apprend à lire les contextes. Au lieu d'appliquer des règles fixes, on observe la maturation des situations. Le yin-yang n'offre pas de solution toute faite, mais des critères d'adéquation. Il enseigne quand agir intensifie le problème et quand attendre le dissout. Ce changement de perspective est un véritable choc de conscience. Il déplace l'accent du contrôle vers la lecture. Et il rend à l'individu la responsabilité d'une observation rigoureuse de la réalité. Si ce type d'approche conceptuelle, historique et symbolique a du sens pour vous, suivre la chaîne Solstice est une extension naturelle de cette étude. Les contenus sont conçus comme des cours ouverts, rigoureux et approfondis, sans simplification séduisante. L'inscription à la chaîne et le like sur la vidéo contribuent à maintenir cet espace actif et accessible. Plus que de consommer du contenu, la proposition est d'apprendre à lire les modèles et, à partir de là, d'agir avec plus de précision au bon moment. Les plus anciennes traces associées à la pensée yin-yang apparaissent dans un contexte marqué par l'instabilité climatique, les conflits régionaux et le besoin constant de prévision. Dans la Chine de la période Zhou, l'observation du ciel,
des récoltes et des cycles saisonniers n'étaient pas contemplatives, mais stratégiques. De petits écarts dans le calendrier agricole avaient des conséquences graves. La lecture du temps est devenue une compétence politique. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premiers schémas de corrélation entre les phénomènes naturels récurrents. Le yin et le yang apparaissent comme des marques linguistiques pour enregistrer les variations détectables. Non pas comme des idées abstraites, mais comme des annotations opérationnelles du réel en mouvement. Les premiers commentaires liés à ce qui sera plus tard connu sous le nom de I Ching révèlent ce caractère pragmatique. Le texte ne décrit pas le monde tel qu'il est dans son essence, mais tel qu'il se comporte dans certaines conditions. Une ligne brisée ou continue ne symbolise pas une vertu ou un défaut, mais indique un état de compression ou de libération. Ces marques étaient utilisées pour orienter des décisions concrètes. Quand planter, quand attendre, quand avancer, quand reculer. La connaissance ne résidait pas dans la réponse, mais dans la lecture du moment. Se tromper dans cette lecture signifiait agir hors du temps. Au fil des générations, l'utilisation de ces marqueurs a commencé à s'étendre au-delà du domaine agricole. Les stratégies militaires ont commencé à employer la logique de l'alternance. Les textes médicaux ont commencé à interpréter les symptômes comme des manifestations de phase dominante. Les gouvernants ont commencé à consulter les modèles avant de décréter des réformes. Le yin-yang s'est consolidé comme une méthode transversale. Pourtant, il n'y avait aucune tentative de transformer le modèle en un système fermé. Il restait ouvert, dépendant du contexte et toujours provisoire. Son efficacité résidait dans son adaptation constante. Ce point est crucial pour comprendre le changement qui allait suivre. À mesure que les écoles philosophiques cherchaient à systématiser les connaissances, le yin-yang a commencé à se stabiliser conceptuellement. Ce qui était auparavant fluide a commencé à être classé. Ce qui était relationnel a commencé à prendre des contours fixes. Cette transformation ne s'est pas produite de manière abrupte, mais progressive. En acquérant une fonction pédagogique et symbolique, le modèle a perdu une partie de sa flexibilité d'origine. La lecture du temps a commencé à être remplacée par l'interprétation des significations. Ce changement a généré une zone d'incertitude conceptuelle. Le yin-yang était toujours utilisé pour expliquer des processus, mais il comportait désormais des niveaux de sens supplémentaires. Dans certains contextes, ces niveaux ont élargi sa diffusion. Dans d'autres, ils ont compromis sa précision. La frontière entre description et explication est devenue moins claire. Le modèle continuait à fonctionner, mais il n'était plus compris à partir de son origine empirique. Ce déplacement est subtil et, précisément pour cette raison, difficile à percevoir. C'est là que réside la plus grande confusion moderne sur le sujet. En revenant aux sources les plus anciennes, on se rend compte que l'accent n'a jamais été mis sur les extrêmes, mais sur le point de changement. L'intérêt ne portait pas sur le pic de chaleur ou de froid, mais sur l'instant où l'un commençait à céder la place à l'autre. Ce moment était considéré comme décisif. C'est là que l'intervention humaine pouvait être efficace. En dehors de cela, toute action devenait excessive ou tardive. Le yin-yang fonctionnait comme un radar de transition. Son utilité dépendait d'une attention constante au processus. Comprendre cette trajectoire historique n'est pas seulement un exercice intellectuel. C'est une clé pour comprendre le reste du contenu avec plus de précision. Ce qui sera développé ci-après dépend de cette base conceptuelle claire. Regarder la vidéo jusqu'à la fin permet d'observer comment ce modèle pré-théorique a été progressivement transformé et, dans de nombreux cas, déformé. Rester attentif à cette progression historique est essentiel pour comprendre ce qu'était le yin-yang avant de devenir un symbole. Lorsque le yin-yang est réduit à un symbole d'équilibre abstrait, son application pratique devient inefficace et souvent contre-productive. Les gens cherchent alors une stabilité permanente dans des contextes qui exigent le changement. Ils tentent de corriger l'excès par la répression ou le manque par une stimulation immédiate. Ces approches génèrent des effets secondaires évidents, tels que l'épuisement, l'anxiété et les décisions tardives. Le problème ne réside pas dans l'intention d'équilibrer, mais dans l'erreur de diagnostic du moment. Sans lecture temporelle, toute intervention devient du bruit. Le modèle original évite précisément ce type d'erreur cumulative.
Les formes alternatives courantes de résolution des problèmes ont tendance à fonctionner par opposition directe. Plus d'efforts contre la fatigue, plus de contrôle contre l'instabilité, plus d'action contre l'incertitude. Ces stratégies ignorent que de nombreux états se résolvent par maturation et non par la force. En intervenant hors du moment opportun, le problème se déplace au lieu de se dissoudre. La logique yin-yang ne corrige pas les symptômes, elle observe les tendances. Elle reconnaît quand quelque chose est déjà en déclin naturel. Agir à ce stade accélère l'effondrement. Attendre, à ce même stade, peut permettre une réorganisation spontanée. La pratique correcte du yin-yang commence par l'observation systématique et non par l'action. La première étape consiste à identifier si la situation est en phase d'expansion ou de rétraction. Cela s'applique aux décisions professionnelles, aux relations, aux études et à la santé. En termes scientifiques, il s'agit de reconnaître les états dynamiques et les points d'inflexion, un concept largement étudié dans les systèmes complexes. Les systèmes proches de la limite réagissent de manière non linéaire à l'intervention. Le yin-yang opère exactement à ce seuil. Il enseigne à détecter quand de petites actions ont un grand impact et quand de grandes actions n'ont aucun effet. La deuxième étape consiste à évaluer le degré de maturation de la phase identifiée. Aucune expansion ou rétraction n'est homogène. Chaque phase a un début, un milieu, un apogée et une saturation. La méthode exige d'observer les signes d'épuisement, tels que la perte d'efficacité, l'augmentation des coûts ou la résistance croissante. Ces signes indiquent la proximité du point d'inversion. Il s'agit d'identifier un point critique dans les systèmes dynamiques. Intervenir avant ou après ce point produit des effets radicalement différents. Le yin-yang fonctionne comme un détecteur de ce seuil. C'est à ce moment que la méthode commence à générer un réel avantage. La troisième étape consiste à choisir l'action minimale cohérente avec la phase observée. Dans les phases d'expansion immatures, la pratique correcte consiste à soutenir et non à accélérer. Dans les phases d'expansion saturée, la pratique correcte consiste à réduire les stimuli et non à les intensifier. Dans les phases de rétraction initiale, la pratique correcte consiste à protéger et à consolider. Dans les phases de rétraction mature, la pratique correcte consiste à préparer la transition et non à résister. Cette logique brise les schémas mentaux basés sur l'effort automatique. La méthode ne demande pas combien agir, mais comment agir de manière alignée. L'action correcte est toujours celle qui nécessite le moins de corrections ultérieures. Cela explique son efficacité cumulative. Appliquer le yin-yang signifie suspendre la réaction automatique et analyser le stade du processus. On se demande moins « que faire ?» et plus « à quel stade en est-on ?» Ce changement brise les schémas mentaux basés sur l'urgence et le contrôle. Au lieu de rechercher une solution immédiate, on recherche une adaptation temporelle. Cette pratique réduit les erreurs stratégiques récurrentes. Elle fonctionne parce qu'elle respecte la dynamique naturelle des processus. Les interventions alignées sur le stade exigent moins d'énergie et génèrent moins de résistance. Cette pratique doit être appliquée de manière continue et située. Il ne s'agit pas de qualifier les situations de yin ou de yang de manière fixe. Il s'agit d'accompagner la transition entre les états. Le même problème peut exiger d'attendre aujourd'hui et d'agir demain. Le modèle enseigne à abandonner les solutions universelles. Chaque contexte nécessite une lecture spécifique. Cette flexibilité est le contraire de l'indécision. Il s'agit d'une forme avancée de stratégie adaptative. L'erreur courante consiste à essayer d'appliquer le yin-yang comme une règle, alors qu'il s'agit d'un critère. Pour consolider cette compréhension, il vaut la peine de transformer l'idée en engagement pratique. Écrivez dans les commentaires la phrase « J'observe la situation avant d'intervenir ». L'apprentissage cesse alors d'être uniquement conceptuel. Ce geste simple renforce l'attention portée au temps et au processus. La pratique du yin-yang commence par ce type de choix conscient. Le modèle ne révèle sa valeur que lorsqu'il est utilisé. Et cette utilisation commence exactement ici, avec la volonté d'observer avant d'agir. Le yin-yang, dans sa formulation originale, doit être compris comme un modèle relationnel de lecture du réel, et non comme un symbole d'équilibre statique ou d'harmonie idéalisée.
Conceptuellement, il décrit l'alternance continue entre les phases complémentaires d'un même processus. Le yin et le yang ne sont pas des entités, des énergies autonomes ou des principes moraux, mais des qualificatifs temporels d'états observables. Ils indiquent comment quelque chose se présente à un moment donné du cycle. Cette lecture est toujours contextuelle, provisoire et dépendante de la relation établie. Le modèle ne cherche pas à définir ce que sont les choses, mais comment elles se comportent au fil du temps. Cette distinction est fondamentale pour toute analyse rigoureuse du sujet. Du point de vue du taoïsme classique, le yin-yang fonctionne comme un langage du Tao en manifestation. Le Tao n'est pas un objet de connaissance, mais le flux continu qui soutient toutes les transformations. Le yin et le yang sont des moyens humains de cartographier ce flux sans chercher à le contrôler. Ils rendent visible ce qui est en transition. La spiritualité taoïste ne s'organise pas autour de croyances, mais autour de l'alignement avec le cours naturel des événements. Le yin-yang fournit des critères pour cet alignement. Il enseigne à reconnaître quand la résistance génère de l'usure et quand l'action génère un déséquilibre. La pratique spirituelle, dans ce contexte, est une pratique de perception raffinée. En psychologie, en particulier dans les approches contemporaines qui dialoguent avec des systèmes complexes, on trouve un parallèle clair avec cette logique. Les états mentaux ne sont pas fixes, mais dynamiques, alternant entre activation et recueillement, concentration et dispersion, engagement et repos. Les tentatives de maintenir un seul état comme idéal produisent une souffrance psychologique. Le yin-yang offre une structure pour comprendre ces oscillations sans les pathologiser. Il normalise le changement comme faisant partie d'un fonctionnement sain. Au lieu de supprimer les phases moins productives, une lecture appropriée cherche à comprendre leurs fonctions. Cela réduit les conflits internes et augmente l'autorégulation. Dans le bouddhisme, en particulier dans les traditions les plus anciennes, il existe une convergence conceptuelle importante. La notion d'impermanence renforce l'idée qu'aucun état ne peut durer indéfiniment. S'accrocher à une phase agréable ou résister à une phase inconfortable génère de la souffrance. Le yin-yang ne formule pas cela en termes éthiques ou sotériologiques, mais opérationnels. Il montre que chaque phase contient en elle-même le germe de la transition. Reconnaître ce mouvement permet d'adopter une attitude plus lucide face à l'expérience. La pratique cesse d'être réactive et devient observationnelle. Cette attitude est centrale tant dans le bouddhisme que dans le taoïsme. Appliquée à la vie pratique, le yin-yang invite à abandonner les stratégies basées sur un contrôle continu. Dans les contextes professionnels, cela signifie reconnaître les moments d'expansion et les moments de consolidation. Dans les relations, cela signifie comprendre les cycles de rapprochement et d'éloignement sans les interpréter automatiquement comme un échec. Dans les processus d'apprentissage, cela signifie respecter les phases d'assimilation avant la production. Sur le plan psychologique, cette lecture diminue l'anxiété liée aux résultats immédiats. Sur le plan spirituel, elle réduit l'illusion de permanence. Le modèle n'élimine pas les difficultés, mais évite les aggravations inutiles. Son efficacité réside dans l'adéquation et non dans l'intensité de l'action. Cette analyse révèle que le yin-yang n'est pas une technique isolée, mais un principe organisateur de la perception. Il réorganise la manière dont l'individu interprète les événements, les émotions et les décisions. En déplaçant l'accent du jugement vers l'observation, il crée un espace pour des réponses plus adaptées. Cela n'implique pas la passivité, mais la précision. La spiritualité impliquée n'est pas transcendantale, mais immanente, située dans l'expérience concrète. Le Tao n'est pas au-delà du monde, il est dans la manière dont le monde bouge. Le yin-yang rend ce mouvement lisible. Et c'est dans cette lisibilité que réside sa profondeur pratique. Comprendre le yin-yang de cette manière exige une étude continue et une application consciente. Il ne s'agit pas de mémoriser des définitions, mais d'apprendre à lire les processus. L'analyse conceptuelle fournit la carte, mais la pratique confirme le territoire. La psychologie et la spiritualité convergent sur ce point en mettant l'accent sur l'attention, le discernement et l'adaptation. Le yin-yang reste d'actualité car il ne dépend pas d'un contexte historique spécifique. Il s'applique chaque fois qu'il y a un changement et le changement est constant. S'approprier ce modèle
c'est acquérir un outil de lecture du réel en mouvement. Et cette lecture soutient tout approfondissement qui en découle. Si tout ce qui a été présenté jusqu'ici indique le mouvement constant des choses, la question finale ne peut être une réponse fermée, mais une ouverture consciente. À quel moment de votre propre cycle essayez-vous d'imposer la permanence là où il y a déjà du changement? Le taoïsme n'a jamais proposé de solution définitive, seulement des ajustements subtils de perception. Lorsque la lecture du temps devient plus claire, l'anxiété liée au contrôle diminue. Le yin-yang ne demande pas la foi, mais l'attention. Il n'exige pas l'adhésion, seulement une observation continue. Cette question reste active parce que le cycle ne se termine pas. La traversée conceptuelle effectuée tout au long de ce parcours offre un avantage silencieux, mais précis. En comprenant le yin-yang comme une lecture du processus, l'esprit abandonne la rigidité des catégories fixes. Le monde cesse d'être un ensemble de problèmes isolés et est désormais perçu comme une séquence de phases interdépendantes. Ce changement ne résout pas tout, mais évite de nombreux excès. Il réduit le frottement entre les attentes et la réalité. La clarté ne vient pas de l'accumulation de réponses, mais de la réduction des interventions inutiles. C'est un gain qui se manifeste dans le temps. Il existe une ancienne phrase, attribuée à des traditions proches de la pensée taoïste, qui résume ce point sans l'expliquer. Quand la rivière est pleine, on ne creuse pas son lit. Quand la rivière s'assèche, on ne pousse pas l'eau. Le yin-yang fonctionne exactement à ce niveau de compréhension. Il n'enseigne pas à maîtriser le cours, mais à le reconnaître. Cette simplicité est souvent confondue avec la superficialité. C'est pourtant en elle que réside la sophistication du modèle. L'essentiel n'a pas besoin d'être élaboré pour être profond. La plus grande invitation implicite de ce contenu est peut-être celle de ralentir l'interprétation et d'approfondir la perception. Non pas pour rechercher des réponses intérieures immédiates, mais pour accompagner les mouvements subtils du quotidien. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une absence de pensée, mais un espace de lecture. Chaque décision consciemment reportée est déjà une pratique. Chaque action ajustée au temps est déjà un alignement. Il n'y a pas de technique visible, seulement une cohérence progressive. Ce type d'apprentissage ne s'affiche pas, il s'intègre. Les expériences vécues selon cette logique sont rarement identiques, mais elles partagent un même axe. Celui qui commence à observer les phases reconnaît les schémas récurrents. Celui qui reconnaît les schémas réduit les conflits. Celui qui réduit les conflits augmente la clarté. Cette chaîne n'est ni linéaire ni garantie. Elle se construit dans la pratique, pas dans la théorie. Rapporter ses perceptions, ses doutes ou ses petits décalages de compréhension fait partie de ce processus. Le dialogue silencieux se renforce également lorsqu'il est partagé avec précision. Le parcours proposé ici ne s'achève pas à ce stade, car il n'a pas été conçu pour arriver à une fin. Il se poursuit tant qu'il y a des changements à lire. Continuer à suivre cette voie est une façon de garder l'œil exercé. Partager ce qui a été perçu élargit le champ de lecture collective. Et réserver des moments d'auto-exploration silencieuse soutient l'axe interne de cette pratique. Le yin-yang ne conclut pas, il continue simplement. Et c'est dans cette continuité attentive que la compréhension mûrit.